Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation de notre pays, de la Belgique, n'est pas très claire. Les difficultés politiques sont énormes et nous avons observé que certains partis, parmi les plus traditionnels, nous disent peut-être qu'on va arriver à la fin de la Belgique, à une scission, à une séparation entre la Flandre et puis la Wallonie et Bruxelles. Alors je ne vous propose pas aujourd'hui une émission de réflexion politique, ce n'est pas notre rôle, mais une émission de réflexion historique. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, c'est la réponse que j'attends de mes interlocuteurs après notre générique. Eh bien, pour répondre à la question comment est-on arrivé à la situation de blocage institutionnel dans lequel la Belgique se trouve aujourd'hui, j'ai deux invités. Pierre Stéphanie, vous êtes un ancien journaliste de la Libre Belgique et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment un ouvrage publié en 2008 chez Racine intitulé « La Flandre aux Flamands ». De 860 à 2008, et puis plus récemment, un autre ouvrage intitulé « De Lebon », de Philippe Lebon, à le terme « Les grandes dates de la petite Belgique ». Mon second invité est Jules Goethe. Vous êtes un essayiste politique bien connu, collaborateur de François Porin. Vous avez écrit récemment « Quand les Wallons s'éveilleront », publié aux éditions Molles, et puis aussi un ouvrage « L'incurable mal belge sous le scalpel de François Perrin », préface de Xavier Mabi, aussi un ouvrage publié aux éditions Molles. Eh bien, messieurs, vous êtes des spécialistes des questions d'histoire politique. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre Stéphanie. Mais j'aimerais bien le savoir. Oui, mais vous connaissez bien l'histoire des Flamands et vous en parlez dans un très beau livre. Je vous remercie. Ça s'appelle la Flandre aux Flamands. Et le titre a été mal pris, je crois. On a pensé qu'il était provocateur, ce qui n'était pas l'intention de l'éditeur ni la mienne. Et ce livre n'a pas bien marché. Et pour vous dire toute la vérité, votre émission est la première où, depuis 1808, depuis 2008, je suis habité à parler de ce livre. Mais ça me fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Soit à la radio, soit à la télé. Donc j'ai tendance à croire que ce sujet est de ceux... Les gens n'aiment pas qu'on leur parle de ceux qui n'ont pas envie d'entendre. Or ici, je ne prends pas du tout le parti des Flamands. Je raconte ce qui s'est passé en Flandre et comment les Flamands ont vécu notamment le problème belge depuis très longtemps. Donc c'est purement documentaire. Mais néanmoins, on peut aussi y trouver, parmi les causes du problème que nous connaissons aujourd'hui, il y a sans doute, probablement, sûrement, l'attitude, le comportement des francophones à l'égard des Flamands pendant 150 ans et davantage. C'est ça qu'on trouve aussi dans ce livre et qui probablement a déplu. Et c'est pour ça que votre livre déplaît aux Flamands, parce que vous dites un certain nombre de vérités, mais déplaît aussi aux francophones, parce que vous leur imputez une certaine responsabilité. Une part de responsabilité, disons. Dans ce qui arrive. Si vous me permettez un commentaire, moi, je ne ressens pas la situation présente comme un vrai problème linguistique. Je ressens plutôt les choses, et je vais vous interroger l'un et l'autre sur cette réalité, comme un choc entre ethnies. Je veux dire que le nationalisme virulent que l'on observe au nord du pays est un ethnocentrisme qui peut être
explique la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce que vous partagez ma vision historique des choses, Jules Gueux? Je pense que si le compromis à la Belge, le fameux compromis à la Belge, est selon moi arrivé à son terme, c'est précisément parce que la Flandre, où le sentiment d'appartenance collective a été toujours très vif, la Flandre est devenue une nation. Les responsables politiques francophones, pour des raisons qui m'échappent, se refusent à admettre cette évolution, mais cette évolution est en tout cas, à mes yeux, incompatible avec le maintien du Royaume de Belgique. Et elle explique fondamentalement pourquoi le fédéralisme a échoué il y a 3 ans. Parce que vous ne pouvez plus être une entité fédérée et en même temps être une nation. Maintenant, pour répondre à votre question, comment en est-on arrivé là? Je crois que Pierre Stéphanie a tout à fait raison de dire que c'est comme si on assistait un petit peu à une revanche de l'histoire pour la Flandre. C'est vrai que si l'on part du principe que la Belgique est une construction qui finalement est assez récente, c'est une construction artificielle qui, comme on le sait, est née d'un trait de plume diplomatique par volonté de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, pour créer un État tampon, pour punir la France. Éric Zemmour, je crois, utilise cette formule. Il dit la Belgique, c'est la punition infligée par l'Angleterre à la France après l'épopée napoléonienne. Pour créer un État tampon entre la France et l'Allemagne. Voilà. Bon. Maintenant, pendant près d'un siècle, on va sans doute aborder ce problème après, se demander, avant 1830, qu'est-ce que c'était? Qu'étions-nous? Mais on peut dire des principautés, des comtés. Des comtés, des duchés, des principautés, etc. Oui, on était flandriens, on était hainuyers, on était namurois, luxembourgeois et principautaires liégeois. Bon. Mais on n'était pas belges. Il n'y avait pas de sentiment national belge qui a préexisté. Bon. Malgré Jules César. Malgré Jules César. D'ailleurs, quand Jules César dit « les Belges étaient, de tous les peuples de la Gaule, les férocissimi », c'est-à-dire, on a dit les plus braves, en fait, c'était les plus guerriers. C'était ceux qui résistaient à l'Empire romain. Oui, et qui étaient aux yeux des Romains les plus éloignés de la civilisation. Les plus sauvages, les plus barbares. Les plus barbares. Les plus barbares. On se tapait allègrement sur la figure à l'époque. Mais je crois que Pierre Stéphanie a raison. Si on part du principe que la Belgique existe à partir de 1830, c'est vrai que pendant, et il l'explique très bien dans son livre, pendant presque un siècle, il a fallu aux Flamands lutter pour avoir leur reconnaissance sur l'échiquier politique belge et surtout être reconnus sur le plan de la culture et de la langue. Et là, je pense, c'est vrai, la bourgeoisie était francophone au nord comme au sud d'ailleurs. Hein, donc est-ce que ce sont les francophones qui sont responsables? C'est l'histoire qui s'est passée comme ça. C'est un phénomène en réalité très curieux sur lequel les sociologues devraient se pencher. Dès le premier jour, pratiquement, dès la naissance de la Belgique, il y a eu une revendication culturelle flamande. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que les gens qui ont fait la Belgique, en effet, par des Français, c'était l'élite, c'était des avocats ou des professeurs ou des intellectuels qui parlaient français. Qui ont fait la Belgique contre la Hollande, quand même. Hein? Oui. Rappelons-nous qu'il y a eu une scission à l'égard des Pays-Bas. Je crois que les rapports entre la Hollande et la Flandre, c'est aussi un sujet en soi. Était fort tendu déjà à l'époque. On en parlera une autre fois. D'accord. Mais dès le début, il y a eu une revendication flamande. À la surprise générale, l'élite francophone, élite entre guillemets, qui a fait la Belgique en 1830, pensait que le français allait tout naturellement devenir la langue de la Belgique, comme le français était devenu la langue de la France, comme l'idiome qu'on parlait en Île-de-France est devenu la langue de la France d'une façon toute naturelle, parce que c'est là que se trouvait l'argent, le pouvoir, etc. Et on pensait qu'en Belgique, il allait en être de même, parce que les patois, de toutes sortes, allaient se fondre dans le français. Ça ne s'est pas fait. Alors ça ne s'est peut-être pas fait
parce que le clergé est intervenu. Les francophones avaient une image, à tort ou à raison, avaient une image un petit peu voltairienne. Et nous savons que le clergé flamand pas beaucoup ça. Oui, est intervenu pour limiter cette influence diabolique. C'est tout à fait vrai. Enfin, il ne reste pas moins que fondamentalement la Flandre, dès le premier jour, à la surprise générale, a une revendication culturelle qui n'a été satisfaite que 100 ans plus tard. La première disposition légale pour parler, commission créée pour parler des premiers flamands, c'est 1847, 17 ans après. On a imprimé les timbres-poste et les billets de banque dans les années 1880, 50 ans après l'indépendance. Est-ce que je sais, Après la guerre 14-18, il y a eu des revendications assez marquantes du côté flamand, puisqu'un certain nombre, enfin un grand nombre de soldats d'origine flamande étaient morts sur le champ de bataille pour défendre un pays dans lequel ils ne se reconnaissaient peut-être pas. Mais le mouvement flamand qu'analyse Pierre Stéphanie dans son livre est né, comme il l'explique bien, quelque temps après la création du royaume, mais ce n'était pas un mouvement politique. C'était un mouvement, comme Henri Conscience, c'était un mouvement un peu culturel et même romantique. Oui, c'est ça, absolument. Et qui précisait d'ailleurs, et ça s'est prolongé jusque dans les années 1950, le mouvement flamand disait qu'il était belge, qu'il le revendiquait dans le cadre d'une nation belge. Il ne parlait pas du tout de fédéralisme. En effet, le mot a été prononcé, il y a eu des revendications, il y a eu des extrémismes dans les deux côtés, partout, depuis toujours. Mais le mouvement flamand, en général, voulait être reconnu, mais dans le cadre de la Belgique unitaire. Donc c'est récemment que la revendication s'est emballée et que a dégénéré, si j'ose dire, façon de parler. C'est un problème beaucoup plus récent. Et c'est sur ça qu'il faudrait peut-être s'interroger, s'il en est encore temps ou si ça sert à quelque chose. Si vous permettez, les choses ont beaucoup changé en 50 ans. Malheureusement, j'ai un certain âge et je me souviens, j'étais gamin, que dans les années 50, dans les années 60, les Flamands étaient très monarchistes. Oui. Ils étaient léopoldistes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La tendance est inversée. Exactement. Aujourd'hui, les Flamands sont contre la monarchie. Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est pas la langue, c'est pas l'exercice linguistique qui explique ça, c'est autre chose quand même, Juguede. Et on voit par exemple quelqu'un comme le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, être très monarchiste finalement. Au point qu'à un certain moment, il ne dit pas le roi, il dit Sa Majesté le roi. Et Guy Spitels a d'ailleurs dit il en fait trop. À un moment donné, j'ai lu ça quelque part. Il dit il en fait un peu trop. Bon. Pourquoi ça, c'est une affaire entre socialistes. Oui. Pourquoi est-ce que ça s'est inversé? Je pense que avec le temps, la nation flamande étant incontestablement en train de naître, il y a aussi là-dedans un sentiment républicain qui s'est joint. Il y a un sentiment républicain. Indépendantiste républicain. Oui, qui va de pair avec cette émergence de la nation flamande. Et si on revient sur puisque c'est le thème de votre émission, si on en revient sur le plan de l'histoire, je dirais aussi que la Flandre, on a parlé de la religion, je crois que la Flandre, à 2 reprises, a été victime de la religion. Elle a été victime au XVIe siècle, lors de la période espagnole, parce que la Flandre, à l'époque, c'est le comté de Flandre et une grande partie du duché de Brabant. Ces 2 entités sont largement acquises à la réforme protestante. Le monarque à l'époque est Philippe II d'Espagne, qui ne connaît rien... Catholique, très catholique, qui ne connaît rien à ces États du Nord. Il n'y a, je crois, jamais mis les pieds. Donc il dirige tout depuis Madrid. Et qui envoie l'Inquisition. Le duc d'Albe aussi. Le terrible duc d'Albe, pour remettre de l'ordre et ramener dans le giron de l'Église catholique les récalcitrants. L'Inquisition va réussir, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à Anvers. Anvers tombe en 1585 et on ne va pas au-delà. Pourquoi ne va-t-on pas au-delà? Parce qu'à ce moment-là, on fait diversion sur l'Angleterre. L'invincible armada. On fait la guerre à la reine d'Angleterre, à invincible armada qui, comme tout le monde sait, n'est pas si invincible que cela, puisqu'elle va couler corps et biens avec tous les galions d'or
espagnol créant la ruine du royaume d'Espagne. À ce moment-là, la Hollande, les Pays-Bas actuels se créent, protestants. La langue devient immédiatement purée châtiée, puisque ça va être la langue dans laquelle va être traduite la Bible. Il ne faut surtout pas que ce soit comme ça du côté flamand. Si les choses avaient été correctes, peut-être qu'aujourd'hui la Flandre ferait partie des Pays-Bas et qu'Anvers serait même la capitale. Des Pays-Bas, alors. Des Pays-Bas. Donc ils ont été coupés de ce qui aurait pu être leur élément naturel par le fer et dans le sang, par l'atrocité de la reconquête espagnole, catholique. Et puis, à la fin, ça c'est le premier désastre. Le second désastre, vous avez, à la fin du XIXe siècle, après Napoléon III, dont la femme était très catholique, l'impératrice Eugénie de Montijo, vous avez le climat de laïcisation en France de Jules Ferry. À ce moment-là, c'est le français qui devient la langue de l'hérésie pour les petits vicaires. Il ne faut surtout pas que les ouailles aient accès à la langue française. Or, à ce moment-là, Pierre Stéphanie le décrit dans son livre, on en est encore au niveau flamand à des dialectes morcelés. Il n'y a pas encore l'Algemeen Beschaf Nederlands en Flandre. Donc je crois que la religion a joué un très grand rôle dans ces affaires aussi. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Je ne crois pas que M. de Wever pense beaucoup au duc d'Albe. C'est un historien, M. de Wever. Hein, oui, mais ça n'est pas sa référence. En réalité, je situe les choses à un niveau plus humain. Je me souviens, dans mon enfance encore, comment étaient traités les Flamands dans les entreprises, dans les fermes du Condro, quand ils venaient arracher les betteraves. Je me souviens parfaitement de ce genre de choses. Et les moissons. Voilà, j'ai vécu ça chez mon grand-père. Or, les Flamands d'aujourd'hui sont les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils de ceux-là. Ils ne peuvent pas l'oublier. Ou bien la revendication, les francophones qui voulaient absolument que dans les communes flamandes où ils résidaient, il y ait une école pour les enfants en français. Imaginons, mettons-nous à leur place. Est-ce que les Flamands viendraient à Waterloo réclamer, qu'est-ce qu'on dirait, s'ils venaient réclamer une école en flamand pour les... On serait contre, pensez-vous? En 1963, Jean Dallos le raconte dans ses mémoires, et il le tient d'Arthur Gilson, ministre de l'Intérieur, au moment de la création de la frontière linguistique, de la vraie frontière linguistique. Oui, elle est mise en cause, cette frontière linguistique, dans la réalité politique d'aujourd'hui. Par les francophones. Bien sûr. Mais Arthur Gilson a confié à Jean Dallos que des communes du Brabant wallon, davantage de communes du Brabant flamand auraient obtenu des facilités pour les francophones si certaines communes du Brabant wallon avaient accordé des facilités aux Flamands. Or, ce sont les Wallons qui n'ont pas voulu. Alors, je ne suis pas du tout flamingant, moi, je suis aussi bon francophone que n'importe qui. J'ai constaté ce genre de choses. C'est ce que j'explique, c'est ce que j'essaie d'expliquer C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le bilinguisme a été refusé du côté au sud du pays. Les Wallons n'ont pas vu le bilinguisme dans les années 30 parce qu'ils craignaient d'être colonisés par les Flamands qui étaient plus nombreux. Et puis l'immigration flamande en Wallonie était très forte. Oui. Hein. À ce propos-là, parce qu'on parle de tout finalement à bâton rompu, l'immigration flamande en Wallonie, on peut se souvenir de la façon dont les ouvriers flamands qui travaillaient dans les charbonnages et dans les entreprises métallurgiques du Hainaut étaient traités par les francophones. On peut aussi évoquer ce souvenir-là. Ça aussi, ça se trouve dans la tête des Flamands. Bien sûr. Quand on pense à l'ethnie flamande, on pense aussi à la collaboration. La collaboration à l'égard de l'Allemagne en 14-18, la collaboration en 40-45 est toujours un phénomène pendant, c'est la réclamation qui concerne l'amnistie à l'égard de ceux qui ont collaboré. Est-ce que ce phénomène de collaboration, qui a une teinture linguistique, notamment en 14-18, est-ce que ça explique la situation des Flamands aujourd'hui et leurs revendications? Mais vous avez pu constater, il n'y a pas si longtemps que ça, pendant les négociations du préformateur d'Irupo, ce problème a été évoqué. On a dit qu'à un moment donné, il en avait été question à la table. Et on se souvient très bien qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il ne se passait pas une année sans qu'il n'y ait une proposition de loi du côté flamand qui soit déposée au Parlement en faveur de l'amnistie. Pierre Stéphanie le décrit dans son livre. Vous avez à un moment donné eu la collaboration pendant la guerre 14-18.
et pendant la guerre 40-45. Pendant la guerre 40-45, vous aviez deux courants. Il y a aussi une collaboration du côté wallon, ça il faut aussi, bien le dire. Oui, mais elle n'était pas... pourquoi est-ce qu'il y a une incompréhension à ce niveau-là? Parce que du côté flamand, ils ont l'impression de collaborer avec le Germain, l'occupant germain, pour accéder plus facilement à l'autonomie qu'ils revendiquent. Et ils ne conçoivent pas la collaboration de la même manière que du côté francophone. C'était déjà le cas de Bormes en 14-18. C'était le cas de Bormes en 14-18, qui a d'ailleurs remis ça en 40-45 et qui a été exécuté. Cette fois, la première fois, il a été amnistié, ou non, pas amnistié, il a été gracié. Il a été condamné à mort et puis sa peine commuée, et puis il a remis ça. Et il a été fusillé. Et il a été fusillé. Oui. Bon. Et maintenant, évidemment, on demande réparation parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on puisse avoir été d'une telle répression à l'égard de gens qui, finalement, n'avaient en tête que le bien de la Flandre. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, lors de l'épuration après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu environ 5% de Belges qui ont collaboré, tant flamands que wallons. Il n'y a pas eu davantage de flamands à quelques fractions de pourcents près. Les chiffres, on connaît les chiffres. Donc, il ne faut pas accuser la répression n'a pas été plus forte du côté... Non, mais les Flamands n'ont pas été plus collaborateurs que les francophones. Non, mais dans la sensibilité, les collaborateurs francophones, c'était des gens acquis à l'idéologie nationale-socialiste, tandis que du côté flamand, ce n'était pas forcément des gens acquis à l'idéologie nationale-socialiste, c'était des gens qui souhaitaient défendre les droits des Flamands et défendre une certaine idée de l'indépendance de la Flandre. Vous avez eu deux courants en 40-45. Vous aviez la VNV qui revendiquait l'autonomie flamande, et puis vous aviez le courant de Vlack qui, lui, était franchement pour l'intégration de la Flandre au Reich. Donc il y avait des nuances de ce genre-là chez les francophones. Oui. Il y avait des nuances aussi chez les francophones. Oui. Donc nous sommes devant cette situation auquel on n'aurait pas pensé il y a 10, 20, 30 ans de notre pays qui parle de scission et même les politiques les plus modérés disent peut-être qu'on va aller vers une séparation. Personne ne parle sérieusement de scission. Le livre de monsieur, parce que je dois aussi le féliciter pour son livre, ce qui est très intéressant, qu'il faut lire, qui est plein de renseignements et d'informations très utiles. Mais lui pense que le divorce belge était fatal dès le début. Je ne me trompe pas? Oui. Mais moi, vous êtes plus pessimiste que Pierre Stéphanie. Je pense que ce qui se passe maintenant était inscrit dans les astres. C'est ça. D'ailleurs, Talleyrand, qui était le diplomate français qui avait négocié la chose avec son collègue britannique Palmerston, avait déclaré dès 1832 250 protocoles ne feront jamais de la Belgique une nation. D'accord, mais on peut aussi trouver chez Léopold Ier des réflexions où on se demande est-ce qu'il croyait vraiment à la Belgique chez Léopold Ier. Mais, alors ensuite, il y a quand même Godefroy Kurt, il y a Pirenne, historiens qui ont essayé d'asseoir la belgitude sur des fondements très solides. En remontant à la nuit des temps, en voulant démontrer, Godefroy Kurt par la foi catholique, Henri Pirenne par la notion de patrie, que finalement nos racines allaient dans la nuit des temps, remontaient à la nuit des temps. Mais évidemment, pour Henri Pirenne, c'est fort embarrassant parce que voilà un Belge francophone qui a enseigné à l'université à Gand, qui avait cette fibre profonde de la patrie et qui a eu des problèmes, puisqu'à un moment donné, en 1932, l'université de Gand, son université a été flamandisée, il a dû partir. Hein? Et Godefroy Kurt, qui fondait la chose sur la foi catholique, évidemment, était fort embarrassé aussi, j'imagine, par cet épisode de la répression très forte espagnole au niveau de la religion contre la Flandre. Laissez-moi dire, sinon nous n'aurons pas le temps de le dire, Monsieur Goethe croit que le divorce était fatal et son souhait, c'est qu'il y ait une forme de rattachement, c'est pas le mot qui convient. D'intégration de la Belgique à la Flandre, à la France. Attention, lapsus terrible. Et l'exposé qu'il fait à ce sujet-là est très, très, très positif. La formule qu'il a imaginée et qu'il défend est très intéressante. Et c'est vrai, à mon avis, ça ne marcherait jamais. Mais ça, c'est juste un avis comme ça. Mais tandis que moi, je pense que le divorce n'était pas fatal. Enfin, il me semble, je me méfie des certitudes. Il me semble que le divorce n'était pas fatal et qu'il n'est pas plus fatal aujourd'hui qu'hier. Le dernier sondage, c'était avant-hier dans la Libre Belgique, c'était 14% des Belges qui souhaitent la scission. Donc, ça va s'arranger. Eh bien, espérons que 14% vous ayez raison et que les choses
ne se détériore pas. Je vous remercie l'un et l'autre pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle, Pierre Stéphanie, que vous avez écrit 2 ouvrages. L'un, La Flandre aux Flamands de 1860 à 2008, ouvrage publié aux éditions Racine. Et puis plus récemment, de Lebon, il s'agit bien sûr de Philippe Lebon, de Lebon à Le Terme, les grandes dates de la petite Belgique, également ouvrage publié aux éditions Racine. Alors Jules Goethe, vous avez écrit parmi d'autres ouvrages, Quand les Wallons s'éveilleront, ouvrage publié aux éditions Mols, ainsi qu'un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, m'avez-vous dit, L'incurable mal belge, sous le scalpel de François Perrin, dont vous avez été le collaborateur très proche, préface de Xavier Mabille, également ouvrage publié aux éditions Mols. Merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.